Vous me dites go. Go. C'est vrai maintenant? C'est bon? Bonjour à tous. Merci d'être venus donc, à notre dernier temps fort de la journée et bienvenue dans les locaux de la Brasserie du Digital. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'association, nous on est installés au Puy-en-Velay, ça fait 2 ans qu'on est ouvert et on a pour objectif et pour mission d'accompagner toute la transition numérique du territoire en fédérant des acteurs et en animant un programme d'événements, d'animation autour de l'innovation, de la transition numérique et de l'entrepreneuriat. On est ravis d'organiser notre premier apéro à l'occasion de nos Digital Days. Donc c'est une première édition pour nous. C'est 2 jours qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, à l'innovation sous différents temps forts, des conférences, des workshops et également donc cet apéro qu'on organise ce soir. Donc je crois que je rappelle un peu le format de l'apéro, c'est ça? Je peux? Ok, je le fais. Donc les apéros, ce sont tout simplement des after-work qui permettent à des porteurs de projets de venir présenter des initiatives qu'ils ont présentes sur notre territoire. Donc voilà, c'est ouvert à tous les curieux, aux personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et qui ont envie de connaître des activités, des entreprises, des initiatives qui sont présentes sur notre territoire, donc sur le Puy en l'occurrence. Voilà, je vais passer la parole à notre premier pitcher. Ça peut être Fabien, ça peut être Arnaud, ça peut être la personne qui veut se proposer. Je lui laisse le micro. Et Alexandre. C'est parce que j'ai tellement envie. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Beaucoup d'entre nous, trop, ont été confrontés au problème de dépendance de nos aînés. Faut-il aller en EHPAD? Faut-il rester chez soi? Et quand bien même on veut rester chez soi, comment trouver de l'aide? Lorsque mon grand-père s'est retrouvé seul à la maison, le quotidien de ma famille a été bouleversé. Et c'est ici que le parcours du combattant a débuté pour trouver de l'aide à domicile. Et la question qui s'est posée, c'est pourquoi est-il si compliqué de trouver de l'aide à domicile alors que 8 personnes âgées sur 10 en France souhaitent rester chez elles? Et donc, pour répondre à cette question, il faut se tourner vers le métier d'auxiliaire de vie. Saviez-vous que le métier d'auxiliaire de vie était le premier métier en France en termes de problèmes de santé des employés? Et saviez-vous aussi que le métier d'auxiliaire de vie était le dernier métier en termes de rémunération et de formation? Donc, métier compliqué, peu rémunéré, quand bien même c'est un métier avec de fortes valeurs humaines, vous comprenez bien qu'il n'est pas attractif. Donc j'ai décidé d'agir en créant une plateforme de mise en relation entre auxiliaires de vie et personnes âgées. Et à travers cette plateforme, je souhaite valoriser le métier d'auxiliaire de vie en augmentant les rémunérations, en proposant des perspectives d'évolution afin de répondre aux besoins croissants d'accompagnement de nos aînés à domicile. Et au sein de cette plateforme, on va pouvoir retrouver d'un côté donc un espace famille pour la création des profils de nos aînés afin de répondre à la dépendance. De l'autre côté, un portail professionnel pour les auxiliaires de vie afin qu'elles puissent travailler en toute autonomie. Néanmoins, il ne s'agit pas de rentrer dans un taxi ou de livrer des plats à domicile. Là, on rentre dans le domicile d'une personne qui est parfois fragile. Et donc c'est important pour moi de souligner et de vous expliquer comment va se dérouler la mise en relation entre les personnes âgées et les auxiliaires de vie.
Donc, ça va se dérouler en 3 étapes. La première, après création des profils sur la plateforme, c'est de réaliser des entretiens avec les auxiliaires de vie afin de construire une relation dans la durée. Le but de ces entretiens, c'est de pouvoir s'occuper des personnes âgées, enfin que les auxiliaires de vie s'occupent des personnes âgées le plus longtemps possible dans le temps. La deuxième étape, c'est de réaliser gratuitement une première mise en relation entre l'auxiliaire et la personne âgée afin que les profils matchent bien et qu'un climat de confiance se génère. Et enfin, la dernière étape, la troisième, c'est de faire un suivi personnalisé tout au long du contrat afin que, comme j'ai dit dans la première étape, que les relations perdurent dans le temps. Donc finalement, plus que de s'occuper de nos aînés à domicile, à travers cette plateforme, je souhaite avoir des vocations, identifier de nouvelles vocations pour le métier d'auxiliaire de vie. Et donc, si jamais quelqu'un dans la salle veut me partager son expérience sur ce secteur-là, ou si vous connaissez des auxiliaires de vie autour de vous qui seraient intéressés par mon projet, n'hésitez pas à venir discuter avec moi à l'apéro après. Je vous remercie de votre attention. Du coup, on peut poser des questions. Et, oui, bien sûr, s'il y avait le mouvement de questions. C'est quoi le modèle économique? Du coup, comment est-ce que tu te rémunères? Et l'autre question, c'est qui fixe les tarifs? Est-ce que c'est l'auxiliaire ou est-ce que c'est... comment ça se passe à ce moment? Voilà, donc en termes le but de créer cette plateforme, c'est moi qui mets en relation l'auxiliaire avec la personne âgée. Et donc en mettant en relation l'auxiliaire avec la personne âgée, je vais les mandater pour qu'elles puissent travailler dans le domicile des personnes âgées. Et donc je vais prendre un contrat de mandat et c'est comme ça que je me rémunère. Et la deuxième question, c'était ? Ce qui fixe les tarifs. Les tarifs, c'est moi qui les fixe en tant que mandataire. Tout ça. Une autre question peut-être ? Ou on passe... je suis parti. Ah, Anthony. Il y a des agences qui font déjà ça en local. Comment ? Il y a des agences qui existent déjà. Mais justement, alors, il existe des agences en local ou national même, il en existe beaucoup. Le secteur est inondé d'agences. Mais pour autant, en fait, le souci reste le même, c'est-à-dire qu'il y a énormément enfin, les personnes âgées ou les aidants familiaux qui s'occupent des personnes âgées ne trouvent pas, à travers ces agences-là, du personnel pour s'occuper d'eux. Donc le problème persiste parce que finalement les auxiliaires de vie sont pas assez rémunérés et donc elles trouvent pas, on ne trouve pas de travail. Pour les personnes âgées isolées, elles font comment pour aller justement sur cette plateforme? Elles passeront par, si elles sont toutes seules en fait, pour justement faire appel à tes services. Alors si c'est une personne âgée indépendante, elle pourrait potentiellement y accéder toute seule. Ça, c'est le but, c'est que ça soit une plateforme la plus simple possible. Et si c'était une personne dépendante, évidemment, elle ne peut pas y accéder toute seule. Il faut qu'elle soit aidée par notamment un aidant familial. Donc souvent, quand je parle d'aidants familiaux, c'est souvent les enfants des personnes âgées. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Parce que quand elle est... Si elle est isolée, en fait, elle n'a pas de famille, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les zones urbaines, qui n'ont pas forcément, ou même en ruralité, qui n'ont pas forcément justement de l'aide à proximité. Et est-ce qu'il y aurait justement une solution à côté pour justement passer par une structure qui te contacterait, elle, directement? Par exemple, je pense au service de la Poste, qui remplace un peu au niveau humain cet aspect-là qui pourrait peut-être... Ah oui, tout à fait. Alors, si la personne n'est pas, on va dire,
digital native et qu'elle n'arrive pas à aller sur Internet d'elle-même pour chercher de l'aide. Le but aussi de mon projet, mais ça viendra plus tard, c'est de créer des partenariats avec des entreprises privées qui justement, elles, ont un rayonnement notamment localement. Moi, par exemple, je pense à 3S Sérénité qui est au Puy-en-Velay, qui est juste ici, et potentiellement travailler avec eux pour qu'elles puissent, elles, s'occuper de ces personnes-là qui sont seules. Et juste pour le coup, j'ai fait une formation avant dans une autre vie auxiliaire de vie, mais en fait généralement c'est jamais les personnes âgées qui d'elles-mêmes demandent de l'assistance parce que c'est super dur de s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aide et qu'on n'est plus capable. Donc souvent de toute manière c'est toujours les aidants ou la famille proche qui fait ce premier pas et du coup souvent ils sont beaucoup plus à l'aise avec les outils numériques. Exactement, c'est ça. Pour ça, d'ailleurs, dans le pitch, je mets bien ça en avant, que ce soit les aidants familiaux. Enfin, je vais plus parler aux aidants familiaux qu'aux personnes âgées, finalement, pour justement travailler sur ce problème de dépendance. Oui, Laura ? Actuellement, t'en es où au niveau de ton projet, t'en as quel stade? Et ben, aujourd'hui, j'ai travaillé sur une étude de marché. J'en suis au stade du début, parce que la plateforme aujourd'hui n'existe pas. Et pour la continuité de mon projet, je souhaite me faire accompagner par une structure, et peut-être ça peut être la structure du Puy-en-Velay avec le programme Start and Grow. Ça serait intéressant. Une autre question ou je passe la parole à un nouveau pitcher? Merci. Un, deux. Non, mais le micro il marche pas en fait. Hein. Si. Là c'est bon en fait. Okay. Mais bon, je parle fort donc. Est-ce qu'on peut faire sans micro d'ailleurs? Ou est-ce qu'il a une importance Bah non, si on va. Est-ce qu'il est lié par exemple à ça? Vaut mieux? Peu importe. C'est bon, je l'ai allumé, je crois. J'ai peur de me mettre à chanter. J'ai peur de me mettre à chanter si j'ai un micro là. Bonsoir. Je mets ma minuterie. Je suis bavard. Et voilà, donc je m'appelle Arnaud Hugoni. Et d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier 4 puissance 3 à Monistrol. Je voudrais remercier aussi Pauline d'Opéro, avec qui j'ai parlé l'autre jour, et bien sûr la brasserie pour organiser des événements comme celui-ci. Et en fait, ça me donne moi l'opportunité de représenter Comédia. Alors Comédia, c'est mon agence de création d'outils de communication. Alors, je suis basé à Roche-en-Rayé, pas très loin d'ici. Donc moi, j'ai eu la chance, pendant une 30aine d'années, de vivre sur 4 différents continents, ce qui m'a permis de voir plein de cultures et surtout de glaner des clichés et des expressions et des lieux communs. J'adore ça. Et surtout ceux qui sont liés à l'image. Par exemple, un dessin vaut mieux qu'un long discours, qui chez les anglo-saxons se traduit par une image vaut 1000 mots. Il y a aussi une autre qui est géniale, c'est la première impression est la bonne. Et encore chez les anglo-saxons, eux ils vont vous dire, vous n'avez qu'une seule occasion, une seule chance de faire une première impression. Et là arrive la problématique de l'image et de la première impression. Alors, je vais d'abord parler de moi ce que j'entends par image. Alors l'image n'est pas forcément visuelle, l'image c'est toute représentation publique d'un projet. Ça ne contient pas, bien sûr, ce que vend ce projet, les produits, ce qu'elle produit, ni les services qu'elle propose. C'est ce qu'on voit, on se balade dans la rue, on va sur Internet, boum, on voit ce logo, on voit ce flyer quelque part, on voit pourquoi pas cette vidéo sur YouTube. Et en fait, si on reprend ces deux phrases-là, on se rend compte que l'image est super puissante, mais que la première impression est super puissante aussi. Et que la première impression peut mener à une conception ou une vision du projet complètement erronée. Parce que c'est daté, parce que c'est pas adapté, parce que c'est pas en phase avec l'identité commerciale de la boîte, parce que c'est brouillon.
Et si c'est brouillon, ça veut dire s'ils ne prêtent pas plus d'attention aux produits qu'ils produisent, qu'ils emportent à leurs moyens de communication, ça ne doit pas être super, ça ne doit pas être top. Et c'est là, en fait, que Média, dont une des missions premières est, en fait, de créer une identité visuelle. Et par identité visuelle, j'entends aussi une identité sonore. C'est tout un monde. Une identité visuelle qui est en phase avec l'identité commerciale, artistique, associative. Donc, ce qui se passe quand je rencontre un client, j'appelle ça un partenaire parce que le mot client, je ne viens pas du monde de l'entreprise, donc le mot client me fait toujours un petit peu de rôle. Donc le partenaire, pour la première fois, la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre ce qu'ils font. Qui ils sont, quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs objectifs et leurs cibles, quels sont leurs produits, quels sont leurs services. Par exemple, si je prends le cas de Damien, il est important, c'est bien Damien, hein. Alexandre, c'est absolument. Damien, c'est là-bas. Alexandre, il est super important pour pouvoir, par exemple, le représenter visuellement sur son site, lui construire un site internet, peu importe, de comprendre qui il est. Pour plein de raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, l'image qu'on va projeter de lui, sera parfois la première chose que les gens verront avant même d'avoir entendu parler, ou peut-être l'image que les gens reconnaîtront. Ah bah lui, j'ai vu j'ai un flyer, ça c'est ces couleurs-là, ça me rappelle le sens logo que j'ai vu l'autre jour au bord de la route ou sur Internet. Et en fait, il sera super important que tout soit en phase. Et c'est là que c'est mon travail, parce que en fait, je propose vraiment un service complètement multimédia, qui va du logo jusqu'à la vidéo, jusqu'à même, j'ai un studio d'enregistrement, jusqu'au son et ainsi de suite. Et l'autre chose qui est importante, c'est venant du monde de l'enseignement, de la pédagogie. J'ai été enseignant, j'ai travaillé comme administrateur d'établissements scolaires à l'étranger. J'ai mené des recherches, j'ai mené des projets. Oh, 4 minutes, ça va vite. Donc, alors, si vous voulez parler plus, en fait, je vais finir par une dernière expression. Voilà, dernière expression, c'est on ne juge pas un livre par sa couverture. Le rôle de comédien, en fait, c'est de créer la couverture qui donne aux gens l'envie de tourner la première page. Voilà. J'espère que vous avez des questions, parce que j'ai dit waouh, ça va beaucoup plus vite ici. Hein. Ouais. Du coup, en fait, de quoi tu as besoin? Enfin, toi, t'en es où dans ton Moi, en fait, mon projet, là, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai démarré. Alors, je l'ai démarré à un moment où personne ne communiquait plus. Et je crée des outils de communication. C'était assez compliqué, je dois avouer les départs, parce que aller rencontrer des gens quand les gens peuvent rencontrer personne et autres. Donc, en fait, où j'en suis, j'ai déjà un certain nombre de clients. Et ce qui est génial, c'est que ces clients reviennent. Et en fait, et justement, on est vraiment dans l'optique de l'identité visuelle et de la charte graphique, à savoir que quel que soit le produit que je leur crée, en fait, voilà, on sait que c'est eux. Il suffit d'aller regarder leur site internet, on regarde une bannière, parce que c'est des musiciens, la bannière qu'ils ont derrière eux, leur carte de visite, les flyers, c'est eux. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est une première chose. J'ai donc un certain nombre de clients récurrents. Là, je suis sur un gros projet avec un opticien de Saint-Étienne qui n'avait pas de site internet. Et j'ai réussi. Il m'a dit: comment pouvez-vous me convaincre que j'ai besoin d'un site internet? Je dis: parce que vous n'existez pas. Je suis allé le voir, j'ai regardé les sites internet, j'ai comparé avec les sites internet de ses concurrents immédiats, et tous avaient un site sauf lui. Et en fait, le site internet est d'une puissance incroyable, parce qu'il y a un site, par exemple, d'un opticien qui va être très technique, qui n'a pas de... Et il y a d'autres sites où c'est une niche plus particulière. Il y en a un qui s'appelle le bar à lunettes. Moi, j'ai envie d'aller là-bas, parce que j'aime le rock'n'roll, j'aime les bars et j'aime les lunettes. Et donc, j'ai envie d'aller là-bas. Et le seul truc qui fait que je vais peut-être me retenir, c'est qu'il n'y a pas cet aspect technique qui me manque, parce que bon, je vais quand même confier pendant 2 ans ou 3 ans mon apparence à quelqu'un. Et j'ai envie de savoir quelque part, mais aussi qu'est-ce qu'il a fait comme étude, qu'est-ce qu'il fait, quel est le service qu'il propose, en dehors d'avoir un cadre cool où on va boire le café en parlant de lunettes. Donc il y a ça. Là, je suis en train de commencer à démarrer avec une compagnie aux États-Unis pour faire de la traduction en anglais, en français plutôt, de leur site et de toutes leurs plaquettes. Plein de choses, il se passe plein de choses en ce moment. Je vais changer de statut, j'étais entrepreneur et je vais passer en société en SAS.
parce que en fait, je suis un passionné. Et les gens me disent, Arnaud, tu touches un petit peu à tout, mais en fait, c'est tout la même chose. On travaille avec le même ordinateur, c'est la même logique constamment. C'est-à-dire que vous alliez sur Pro Tools ou que vous alliez sur Photoshop, la logique est la même. Donc, voilà, en fait, des besoins, si on a toujours besoin de rencontrer des gens, de rencontrer des clients potentiels. Là, je vais changer de statut, donc forcément, j'ai l'intention d'investir dans du matériel, notamment pour la vidéo, pour la photographie. Je travaille en association avec la compagnie, la société de ma femme. Elle est américaine, elle est photographe. Elle a été photographe chez Boeing et des tas de festivals de films. On travaille tous les deux. Donc en fait, on a vraiment on couvre tous les médias possibles, y compris la vidéo. Voilà, donc on va avoir besoin de sous pour pouvoir acheter un peu plus de matériel. Et surtout, enfin, l'important, c'est que moi, c'est ma deuxième carrière. Et en fait, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et pendant le temps où j'étais dans l'enseignement, j'ai eu surtout l'occasion surtout quand vous gérez des écoles où les gens payent jusqu'à 40 000 $ pour mettre leur enfant, c'est important de faire attention à ce que vous communiquez, comment vous le faites. Et puis, et en fait, ce qui fait que j'ai toujours travaillé là-dessus. Ça fait 30 ans que je travaille en studio, que j'ai un studio d'enregistrement. Ça fait 20 ans que je travaille sur Photoshop et autres. Et là, je me suis dit, Arnaud, c'est bon, tu arrives à un âge où finalement, tu sais quoi, tu vends tout ce que tu as aux États-Unis et tu viens en France et puis tu vas vivre de ta passion. Et moi, je suis devant ma tablette graphique et je suis en train de dessiner. Je me dis, vache, il y a des gens qui me payent pour faire ça. Et c'est vraiment incroyable. C'est une vraie passion. Et surtout, il y a toujours le côté enseignant. Vous savez, quand on a été fumeur, on le reste. Quand on était enseignant, on le reste. Et travailler avec ses clients et travailler avec eux parce que c'est important qu'ils comprennent pourquoi on fait, pourquoi cette identité visuelle, pourquoi elle a été créée. Parce qu'en fait, il est important qu'ils se l'approprient parce que c'est eux qui vont la représenter aussi. Physiquement, si vous avez un site qui est plein d'énergie et que le gars qui représente le site, d'un seul coup, il va se présenter aux gens, et là, le gars, il n'a pas la pêche, il est austère, ainsi de suite, là, vous avez un décalage. Et il est important, et je crois que le fait d'avoir enseigné aussi longtemps aussi, permet justement de mieux cerner l'esprit de l'entreprise et l'esprit de l'entrepreneur. Voilà. Merci. J'ai pas une très très bonne mémoire, donc j'ai une petite trame. Hop. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Je suis tombé il y a quelques temps sur des chiffres qui sont à la fois choquants et assez rigolos. C'est le e-commerce en France. D'après la FEVAD, il y a à peu près 180 000 e-boutiques en France. À titre de comparaison, c'est 300 000 boutiques physiques. On est à plus de la moitié. Rien qu'en 2021, c'est 27 000 nouvelles e-boutiques qui se sont créées. C'est pas mal. Mais 95% des transactions réalisées en e-commerce en France sont réalisées par 3 boutiques. Amazon, Cdiscount en numéro 2 et Fnac Darty en numéro 3. 0,002% réalisent 95%, pardon, les chiffres sont tellement ahurissants que je me perds. 0,002% réalisent 95% des transactions. La question c'est pourquoi? J'ai envie de vous parler du mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par Hadès à éternellement pousser une énorme pierre en haut d'une montagne. Arrivé en haut de la montagne, il croit atteindre son but, la pierre redescend de l'autre côté. Et il recommence, et il recommence, et il recommence. Le châtiment ultime. Quel est le rapport entre le e-commerce et le mythe de Sisyphe? Eh bien, un e-commerçant, c'est un vendeur. Il vend des produits, des solutions, des besoins, des conseils, peu importe, c'est un vendeur. A priori, il est expert, il est maître dans ce qu'il vend. Il n'est pas forcément expert en technique de vente e-commerce, mais normalement, si. Mais il n'est pas censé être expert en solutions techniques e-commerce. L'OCDE souligne
qu'aujourd'hui, une expertise technique, ça se garde, ça dure 2 ans. Au bout de 2 ans, elle est déjà obsolète. Or, la définition même d'une solution technique en e-commerce, de par sa complexité, en fait une solution qui prend plus de 2 ans à maîtriser. Ils sont là, nos Sisyphes, en fait. Ils sont partout, on les connaît, c'est pas qu'un mythe. Tous les e-commerçants qui se font accompagner par des experts techniques ne sont peut-être finalement pas des experts techniques. Puisque peut-être que ces gens-là, éternellement, essayent de développer une maîtrise, essayent de développer une expertise qui finalement est peut-être déjà obsolète. Alors on fait quoi? Quelle est la solution? C'est peut-être le moment où je me présente. Moi, c'est Fabien Serra, je suis cofondateur de l'agence Tizi. Et cette agence développe des solutions e-commerce. Pas que, mais je suis là pour parler de ça ce soir. Et elle essaye de développer ces solutions e-commerce sans devenir ce fameux Sisyphe, sans être éternellement en train de courir après l'expertise technique qui est inatteignable. Et au passage, mal conseillé des e-commerçants qui se retrouvent dans les 179 997 boutiques qui n'ont que 5% de transactions à gratter. Comment on fait ça? 2 choses. La première, c'est l'approche. Il faut définitivement séparer l'expertise technique de l'expertise métier. Parce que l'expertise métier, par chance, elle ne devient pas obsolète au bout de 2 ans. L'expertise technique, a priori, oui. La deuxième, c'est en proposant une solution technique qui ne va pas devenir obsolète aussi rapidement que les solutions qu'on va trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des solutions e-commerce, et ça fait 20 ans qu'on retrouve ça, qui veulent tout faire. On a des solutions qui, en fait, sont extrêmement complexes. On a des solutions qui proposent un énième outil extrêmement avancé qui permet d'offrir toutes les fonctionnalités e-commerce du monde, sauf que combien de e-commerçants ont besoin de toutes les fonctionnalités e-commerce du monde? Eh bien, quand on combine cette nouvelle approche de bien séparer l'expertise métier et l'expertise technique avec une solution technique qui lutte contre l'obsolescence, on obtient la clé de voûte qui permet de déverrouiller un e-commerce et d'essayer de sortir de ces 179 997 boutiques. Si vous voulez savoir comment on pense réussir, parce que on est au tout début, je pense que la question elle va être posée, comment on pense lutter contre cette obsolescence technique d'une part, et comment on pense totalement dissocier l'expertise technique et l'expertise métier, puisque c'est étroitement lié en e-commerce, je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Ça fait 4 minutes. Oui. Est-ce que la solution, elle s'adresse à qu'on soit petit, qu'on soit grand, est-ce que c'est finalement accessible à tout le monde, ou il faut quand même une taille minimale, un minimum de... Eh ben, c'est une très bonne question, parce que c'est pour ça d'ailleurs que tout est parti de ces chiffres en fait. Quand on parle de 5% qui sont répartis sur 179 000 boutiques, c'est énorme, et en fait je ne suis pas en train de parler que des petites boutiques. En fait ça concerne même des grandes boutiques. Finalement, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Amazon, pourquoi Cdiscount, pourquoi Fnac, Darty, ils arrivent à capter ces 95%. Alors on pourrait se dire, mais c'est parce que c'est des géants, c'est parce qu'ils sont trop forts, ils ont trop d'argent, c'est parce qu'ils exploitent les Ouïghours, peu importe ce qu'on peut dire. Je pense aussi parce qu'ils ont maîtrisé certaines clés du e-commerce qui fonctionnent bien. Et on a en fait des très grands commerçants, des très grands e-commerçants, des très grandes marques qui ont peut-être des solutions très bien, mais qui oublient tout simplement qu'il y a des leviers exceptionnels en e-commerce. Il y en a les rappels de panier oubliés par exemple, des trucs comme ça, du marketing automation par exemple, voilà. Des trucs qui ne sont pas forcément des solutions techniques, mais qui permettent quand même, un truc tout bête aussi, la livraison offerte. C'est tout bête, on se dit mais il y a une réalité économique, mon produit je ne peux pas le vendre moins cher que... Ok, mais en attendant, c'est ce qui fait que les gens commandent sur Amazon. C'est parce qu'il y a la livraison offerte. C'est parce qu'on on est livré en 2 jours, parce qu'on a la garantie d'être livré en 2 jours, parce qu'on arrête de communiquer sur vous allez être livré entre 3 et 18 jours après l'expédition. L'expédition elle est dans combien de temps? Dans 48 heures, dans 3 jours, dans 3 semaines. Amazon ils sont forts là-dessus, ils nous disent vous serez livré mercredi 18 septembre. Entre 8h et 18h, mais en tout cas ils donnent une date. Et ça en fait il y a encore beaucoup trop de grands e-commerçants qui ne le font pas. Donc ça s'adresse, pour répondre à la question, pardon je suis un peu moi aussi bavard, pour répondre à la question ça s'adresse en fait
à énormément de commerces, qu'ils soient petits, grands ou moyens. Je savais pas comment finir ça. Comment ça va? Extrêmement bien, merci. Quel outil vous utilisez pour vous démarquer genre, de la concurrence? Vous développez intégralement les sites e-commerce ou... J'avoue que je m'attendais à la question, vous en êtes où? Parce que c'était les deux premières questions des deux autres. On en est au tout début. Donc à la question, vous utilisez quoi? Pour le moment, on n'utilise que nos têtes pour réfléchir à ce qu'on pourrait créer. On a des idées, on a une approche, on a un plan d'action. Donc c'est ce qui permet de transformer le rêve en un objectif, ce qui est déjà pas mal. En fait, on a des idées assez précises pour, avant tout, combattre l'obsolescence. C'est vraiment ça notre cheval de bataille, qui en plus est totalement dans les enjeux aujourd'hui d'éco-conception. On se fait guider par comment on combat l'obsolescence. On ne se fait pas guider par « ok, on a une expertise en e-commerce, ok, on sait faire ça, on sait faire ci, on maîtrise tel CMS, on maîtrise tel outil technique ou pas, ok, on a une opportunité ici ». Non, en fait, aujourd'hui, on se fait guider, et c'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure la clé de voûte. On se fait guider par comment on lutte contre l'obsolescence dans les solutions techniques dans le domaine de l'e-commerce. Donc, on est plutôt sur développer soit un ensemble d'outils qui se basent sur d'autres outils, ou développer tout ou partie d'un début de solution. Voilà. Ouais. Les trois plateformes qui ont été citées, Amazon, Darty et puis Cdiscount, sont des places de marché sur lesquelles en fait déjà tous les e-commerçants peuvent vendre leurs produits, ce qui font que finalement ils ont 95% du chiffre d'affaires qui est généré, parce que finalement ils ne vendent pas leurs produits, ils vendent les produits d'autres commerçants. Du coup finalement les 95% représentent finalement trois grosses sociétés, mais avec des millions de commerçants qui sont derrière. Comment on peut se positionner avec un outil qui va apporter des solutions alors que finalement c'est déjà des places de marché où n'importe quel vendeur peut vendre, et quelle va être la plus-value de... Alors qu'on soit bien clair, on ne cherche pas à dire on va faire mieux qu'Amazon, on n'est pas dans cette promesse-là. On est plutôt, parce qu'on connaît très bien aussi l'envers du décor de ces places de marché, et elles ont la main mise, en fait elles sont en situation de quasi-monopole, et ce qu'on souhaite c'est apporter un peu plus en tout cas des nouvelles alternatives aux e-commerçants qui veulent se détacher un peu plus de ces places de marché. Mais attention, c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'un e-commerçant, et justement dissocier l'expertise technique de l'expertise métier, ça passe aussi par là, c'est qu'il faut arrêter de dire vous allez avoir votre propre e-commerce, ça va vous coûter 100 000 en investissement pour peut-être vendre 10 produits par mois, quoi. Un des premiers conseils, c'est mettez-vous sur ces marketplaces, par exemple. Ça, c'est ce que je décrivais comme l'approche déjà qui est différente par rapport à pas mal d'experts en e-commerce qui vont dire ok, moi je sais faire du Magento, qui est un CMS pour ceux qui ne connaissent pas, un CMS qui permet de faire du e-commerce, de vendre en ligne, une solution tout en un plus ou moins d'ailleurs, mais voilà, là on est plutôt dans rembobinons un peu, mettons de côté un peu la technique et quels conseils on peut véritablement prodiguer à quelqu'un qui souhaite soit développer son e-commerce, soit se lancer sur e-commerce, en e-commerce. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement complémentaire et que l'idée n'est pas de dire on va recapter un peu de part de marché d'Amazon ou de Cdiscount ou de Fnac, Darty. L'idée c'est plutôt de pouvoir proposer de nouvelles alternatives qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui, on en est persuadé, créeront de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment le côté alternatif, c'est vraiment le fait de dire on va proposer un outil qui n'existe pas, qui ne sera pas meilleur en termes de performance, qui ne sera pas meilleur en termes de nombre de fonctionnalités, parce que j'ai une petite connaissance en e-commerce et je sais à quel point redévelopper, je ne vais pas m'amuser à redévelopper Magento, alors que ça fait 20 ans qu'il y a des milliers de développeurs qui développent ça. C'est plutôt de proposer une nouvelle solution technique qui lutte au maximum contre l'obsolescence. Et voir ce que ça donne. J'écoute. Tu parles d'obsolescence. Est-ce que dans l'obsolescence, il y a la notion de devoir faire des mises à jour régulièrement, une fois par an, enfin au minimum une fois par an? Est-ce que ça rentre dans ta définition d'obsolescence? Oui.
si on rentre un tout petit peu dans la technique, un des champs d'action pour lutter contre l'obsolescence, c'est d'arrêter de vouloir s'adresser à la plus large cible possible. Pourquoi ? Parce que quand on s'adresse à une cible extrêmement large, on s'adresse aussi à potentiellement beaucoup d'attaques, on s'adresse à potentiellement beaucoup de failles, ou en tout cas d'exploitation de failles, et donc beaucoup de mises à jour nécessaires. En voulant s'adresser à un maximum de cibles également, on fait beaucoup moins de sur-mesure, et d'ailleurs, petite parenthèse, on essaye un peu trop souvent d'utiliser quelque chose qui permet de tout faire pour faire du sur-mesure. On utilise des grosses plateformes qui savent tout faire, alors qu'en fait, il existe des solutions. Peut-être que le e-commerçant souhaite juste vendre un t-shirt d'une seule taille, d'un seul modèle, d'une seule couleur et développer toute une grosse plateforme CMS pour ça, c'est pas forcément utile. Donc, limiter les mises à jour, limiter les trop nombreuses fonctionnalités qui peuvent être proposées alors que ça n'est pas forcément nécessaire, ça fait partie effectivement de notre lutte contre l'obsolescence. Moins il y a de mises à jour, moins il y a d'obsolescence. C'est presque mathématique. Et comment on fait pour faire moins de mises à jour ? Bon, après, je pourrais en parler des heures. Ça, c'est un peu notre piste, mais je pense que je ne peux pas monopoliser le micro toute la soirée, mais c'est une des clés. Faut que je me taise. Non, il disait, parce qu'après, il y a l'apéro. Ah oui, il y a l'apéro. Et donc, il y a le moment d'en parler. Après, le modèle économique, c'est du SaaS, du coup. Y compris Non. pour l'obsolescence. Non. Alors, encore une fois, ça reste pas mal à définir. Pour le moment, on est sur un modèle économique type agence, où on est plutôt sur de l'accompagnement, du conseil, donc on est plutôt sur une vente forfaitaire de prestations. On vient nous voir, on nous demande ok, j'ai cette problématique là, soit je veux me lancer dans le e-commerce, j'ai tant de budget, soit j'ai un e-commerce, ça marche pas top, ou alors ça marche bien mais je voudrais que ça marche mieux. Donc voilà, on va vendre déjà on souhaite vendre toute une partie de prestations, de conseils. Et après mise en place de la solution technique qui effectivement reste à définir en termes de modèle économique. Est-ce que ce sera une solution qu'on déploie avec un coût d'investissement au départ ? Est-ce que ce sera sous forme justement de licence et d'abonnement ? Tout ça, ça reste à définir. Que représente votre logo ? Un chien. C'est pas un loup, c'est un chien. Quand on a créé cette entreprise, on voulait lui donner du sens et du sens personnel. On voulait pas forcément lui donner un sens comme Colissimo où il y a colis dedans. Voilà, c'est un choix personnel. On voulait que ça nous ressemble, on voulait que ce soit personnel, on voulait que ça vienne de notre histoire. Et donc le nom, le logo, toute la charte, c'est vraiment c'est directement tiré de notre histoire et de ce qui nous entoure. Merci. Bonsoir tout le monde. Avant de présenter mon pitch, on va dire, je voudrais remettre une petite couche sur les apéros. Moi, je les porte sur Clermont-Ferrand. Et je crois que j'étais là il y a 6-7 ans quand ils sont nés autour d'un apéro en disant « Ouais, ça serait trop bien de donner la parole à tous les porteurs de projets du territoire. » Et aujourd'hui, il y en a à peu près dans tous les départements. Le Connecteur, qui est un média et partenaire des apéros, donc on se déplace pour aller à la rencontre des entrepreneurs du territoire. Et c'était juste pour dire que les apéros, c'est un espace qui est assez unique dans son format, parce que justement, il laisse la parole à des porteurs de projets, quel que soit en fait l'avancement de ce projet. Même si c'est au stade de l'idée. Et moi, à travers les années, parce que voilà, j'en ai vu passer des porteurs de projets, j'en ai vu qui nous disaient ouais, moi, c'était la première fois que je parlais de mon idée à quelqu'un d'autre que ma bande de potes et les gens autour de moi. Et c'est là qu'en fait, j'ai basculé de l'idée au projet, et ça a été le début de mon aventure entrepreneuriale.
Et nous, on a vu des porteurs de projets qui ont débuté pour la première fois un EPERO et qui aujourd'hui en fait sont accélérés au village Baïséa à Clermont-Ferrand et qui font des levées de fonds à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc en fait, souvent l'entrepreneuriat, ça démarre comme ça, avoir le cran et le courage de se mettre face à une assemblée bienveillante et de partager ses ambitions et ses rêves. Et les EPERO, c'est pour ça. Alors j'espère qu'il y en aura plein d'autres sur le Puy parce que voilà, je trouve que c'est un super format. Bon, ça c'était le côté promo. Mais en dehors de ça, maintenant je lance mon chrono pour mon pitch. Donc je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste et rédactrice en chef pour Le Connecteur, qui est un média en ligne sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a encore quelques années, quand on disait journaliste, c'était hyper classe. Maintenant, quand on dit journaliste, les gens font parce qu'il n'y a pas que du bien. Et du coup, nous, on est une équipe de 4 au Connecteur et depuis plusieurs mois, plusieurs années, même face aux crises successives, on s'interroge sur la place du média dans le monde de demain et la place du média local dans le monde de demain. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est en fait 2 projets que l'on a et qui agitent un petit peu le monde des médias aussi. Le premier, c'est qu'on se dit que c'est le moment aussi, nous, de faire notre transition. Et de réfléchir à comment on peut limiter notre impact environnemental. Parce que oui, en fait, même si on est un média en ligne, on a un impact environnemental. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir moins de, à travers un site internet, le stockage de nos données, comment on peut réduire notre impact. Comment, vous voyez, aujourd'hui, on fait une captation, on a commencé la démarche, on utilise du matériel de qualité, mais de seconde main, pour essayer encore une fois, de limiter notre impact. Et le deuxième volet de notre tournant, c'est aussi notre ligne éditoriale. Pendant longtemps, on parlait innovation et entrepreneuriat, sans mettre de conditions à l'innovation. Et aujourd'hui, on est dans cette réflexion de se dire, on ne peut pas parler de l'innovation juste comme ça. L'innovation, elle doit être au service de quelque chose. Et dans le choix de nos sujets et dans les acteurs qu'on choisit de mettre en avant, de plus en plus maintenant, on se dit en quoi en fait cette solution, en quoi cette personne, elle apporte une amélioration pour la planète, ou est-ce qu'elle fait quelque chose de bien pour le monde. Et ça, c'est pas facile finalement, puisqu'on est dans un monde aussi et dans un écosystème très orienté numérique, innovation, croissance. Et donc parfois avoir ce discours-là, ça peut être un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous, on prône une innovation positive sur les territoires. Alors ça, c'est notre premier grand tournant et notre premier grand projet 2023, on va dire. Et le second, c'est aussi, Albert Londres, il avait dit que les journalistes, ils devaient tremper la plume dans la plaie. Alors, en fait, nous, on s'est dit que non, on n'avait pas trop envie de faire ça, qu'il y en avait plein qui le faisaient déjà très très bien, et qu'on était dans une société qui était déjà assez clivée, et que nous, on pense que le média local de demain, il n'est pas là pour appuyer là où ça fait mal, mais il est là pour en fait faire partie de la solution. Et donc, ce qu'on développe de plus en plus, c'est des méthodologies d'innovation participative. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon ? C'est trouver des méthodes pour mettre des gens autour de la table, pour parler de sujets, pour les faire monter en compétence sur des problématiques locales, même si elles ont un enjeu peut-être mondial, et pouvoir en fait mener et animer des débats qui soient apaisés, pour que en fait, tous les acteurs des territoires qui détiennent une partie de la solution puissent co-construire les réponses qu'ils souhaitent apporter. Donc on travaille avec la ville de Clermont-Ferrand sur des concertations des acteurs de la jeunesse pour devenir plus efficaces. On anime des ateliers citoyens pour essayer de réintroduire la consigne de verre en Auvergne. On a d'autres activités qui nous permettent en fait de nous dire que demain, en tant que média, on ne sera pas là pour appuyer là où ça fait mal, mais au contraire pour trouver ensemble des solutions et être en fait un médiateur et un facilitateur entre les citoyens, les politiques et les forces économiques. Et donc c'est ce que j'avais un peu envie de partager avec vous ce soir. Le Connecteur, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur www.leconnecteur.org, et si vous avez vent d'innovations positives qui sont prêtes à changer le monde, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on sera ravis de les mettre en lumière sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Juste petite précision,
pour les mettre en lumière, les entrepreneurs, on a un format spécial qui s'appelle Green Native. Donc on a un petit formulaire qu'on peut vous envoyer, des questions à remplir, et ça sera sur notre site et aussi sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment pour les entrepreneurs qui commencent, qui se lancent et qui veulent être un peu vus et qui ont vraiment cet objectif d'avoir un impact positif sur le futur. Et on est super fiers d'ailleurs parce qu'ils sont nombreux à nous dire, en fait on est souvent les premiers à faire un article ou à leur donner la parole, et du coup quand on tape le nom du projet sur internet, il y a quelque chose qui sort, il y a un article, il y a un contenu sur un média nous on a un média reconnu, service de presse en ligne par le ministère de la Culture, ça leur apporte de la crédibilité et de la légitimité, et on sent bien c'est aussi le bon choix parce que quand on regarde nos analytics, finalement ces formats ils sont beaucoup partagés et beaucoup lus, donc je pense que aussi les gens sont à la recherche d'un peu d'espoir dans ce monde un peu compliqué, et donc c'est ça, je pense que les gens sont aussi à la recherche de voir qu'il y a des gens qui cherchent des solutions et qui portent des messages d'espoir en ces temps difficiles. Voilà, on a remis une couche. Le connecteur existe de combien de temps? Le connecteur a été créé il y a 7 ans, 6 ans. C'est 2016, ouais. Donc il y a 6 ans, c'était pas un média à la base, c'était une association qui voulait en fait organiser des événements pour connecter l'écosystème de l'innovation qui était à ses balbutiements encore en Auvergne, et le but c'était que tous ces acteurs qui travaillent sur ces sujets d'innovation puissent se rencontrer, et c'est à partir de 2019 où on a fait ce travail parce qu'il y avait déjà des contenus qui étaient créés, on a repris la direction en co-direction avec Véronique Jal, qui était l'ancienne directrice d'Auvergne Nouveau Monde, qui est devenue Marc Auvergne, enfin bon, c'est une sorte de... et donc voilà, et on a eu cette reconnaissance de médias, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est donc journaliste et médias reconnus par nationalement. Du coup, vous êtes affilié à Marc Auvergne ou c'est un média Pas du tout. Alors nous, on est un média indépendant et ça, c'est hyper important. En revanche, étant donné que nous sommes une équipe de 4 et qu'on a toujours trouvé que les Upéros, c'était des super formats, et pour nous, en fait, on est partenaire de Marc Auvergne sur les Upéros. C'est pour ça qu'on vient aussi les capter, les diffuser en live, parce que c'est notre manière, vu qu'on est focus sur l'entrepreneuriat, on est partenaire parce qu'on sait que les Upéros, c'est des catalyseurs de dynamique positive, et qu'à chaque fois qu'on va sur un territoire, ça va nous permettre de rencontrer plein de nouveaux porteurs de projets, et puis hop, ça nous permet de faire notre veille sur tout ce qui se passe sur les territoires. Et donc quand on a des objectifs communs et qu'on n'est pas on n'est pas à la montagne, on n'a pas des antennes partout, donc on préfère mettre en place des partenariats et des collaborations pour pouvoir rayonner plus largement. Et si c'est terminé, moi je laisse le micro à qui le souhaite pour clôturer. Je ne sais pas bien quoi faire maintenant. Merci. Bon, je vais la difficile tâche de conclure du coup. Merci de votre présence parmi nous. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. J'avais pris des trucs super. Je vois qu'il y a toujours autant d'initiatives sur le territoire, et ça fait plaisir à voir. Ça montre que le puits est sans fond, et qu'on va pouvoir indéfiniment avoir des gens qui créent des choses et qui nous proposent de magnifiques idées, et dont on va essayer de créer les conditions de leur succès sur le territoire. C'était une bonne première, je crois, à la Brasserie du Digital d'accueillir ce format-là. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire à nouveau. Et donc merci à tous ceux qui ont pris la parole, merci pour votre présence. Et je crois que maintenant on a tous envie de boire un petit coup ensemble. Hein, parce que je crois que dans Upéros, il y a un jeu de mots avec l'apéro, c'est ça? C'est bien pensé ça, c'est bien pensé. Donc alors allons-y, ça se passe où d'ailleurs? Juste derrière, voilà. Donc allons-y.